Et c'est Tipar pour ce 7e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Car entre drapeau LGBTQI+, étendard anarchiste, blouse blanche, colère noire, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Et pour ce nouvel épisode, on va parler de musicalité. Et comme toujours de couleurs, car pour les deux il est question de ton, de nuances, d'harmonie, de thèmes, de motifs, de formes, bref, comment les actrices de Toulouse, musicalement ou artistiquement, affichent leurs couleurs. Pour en parler, après une course-poursuite numérique de plusieurs mois, Covid oblige, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Lemauve. Salut Lucas. Salut Rino. Simer à toi d'avoir fait le déplacement. Te présenter de manière succincte aura été la partie la plus dure dans la rédaction de ce podcast. Tu es, entre autres, et pour moi, un musicien, auteur, comédien, militant ou un militant, comédien, auteur, musicien, autant sur scène que dans les bars, à la radio, dans la rue, en solo, en collectif. En gros, tu es une personne qui joue et qui fait jouer. Exactement. Voilà. Tu te retrouves, ça va? Ouais, c'est pas très trop... bien. Ouais, franchement, je crois que ça n'a jamais été aussi bien fait, je crois. Oh, ouais, merci. Vraiment. Je demande ça à chaque personne en début d'émission. 3 mots qui définissent ta vision de Toulouse, ton rapport à Toulouse. Bar, je crois que c'est un bon mot pour ça, parce que je crois que ce sont des lieux dans lesquels je suis beaucoup encore et qui m'ont beaucoup forgé, même si j'ai beaucoup bu d'alcool à l'intérieur, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment des lieux importants où il se passe beaucoup de choses. Ensuite, manif, parce que ça a été une ville dans laquelle j'ai beaucoup manifesté. Et puis, ça va être quoi? Ça va être jazz, je dirais. Le jazz est un pan de la musique qui est large. Et je trouve qu'il y a un peu ces deux représentations du jazz aujourd'hui à Toulouse. Il y a le swing tel qu'on le pratiquait dans les années 30-40. Il y a une grosse communauté de musiciens de swing et de danseurs de swing. Et puis, il y a ce qu'on appelle le jazz, mais qui est pas vraiment du jazz, on sait pas trop comment le définir, mais de la musique expérimentale, la musique instrumentale plus recherchée, ou en tout cas plus underground, et où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens aussi qui évoluent. Tu joues souvent des textes, de la musique, parfois ensemble, donc ça donne une multitude de choses, théâtre, du spectacle. Je voulais revenir sur 2 choses, notamment un cabaret satirique. Donc tu vois, il y a le côté parti pris. Complètement. Et ensuite sur une pièce de théâtre qui s'appelle Sur la bonne voie. Dans l'affiche en tout cas qui la représente, il y a quelque chose, en tout cas ça rappelle peut-être les élections, l'électoralisme. C'est aussi et énormément un travail en collectif. Ouais. On a beau être auteur, musicien, on n'est pas tout seul à tout écrire, réfléchir à la lumière, sur scène, etc. Donc c'est un travail collectif. Mais qu'est-ce que tu recherches quand tu montes ce genre de pièces-là, quand tu les crées, quand tu les réfléchis et quand tu les joues? Déjà, en tout cas, il y a une base de réflexion qui est de me dire, j'ai une tribune. Par mon métier, par mes compétences, je suis sur une scène, ou pas forcément sur une scène, mais en tout cas, je suis éclairé et en face de moi, il y a des gens qui sont là pour écouter ce que j'ai ou ce qu'on a à dire, et j'y reviendrai sur le on. Et donc du coup, j'ai l'impression que de cette tribune émane une responsabilité. Et quand on a un peu essayé de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui dans la société, aux mécanismes de domination, à toutes ces choses-là, on se dit en fait, qu'est-ce que je peux faire de ce petit capital culturel que j'ai acquis au fil des ans et comment je peux l'allier à cette tribune que j'ai. Et donc du coup, j'ai la sensation que déjà, il y a cette responsabilité. Et je pense que j'appellerais ça une responsabilité dans un premier temps. Et ensuite, il y a, comme tu disais, je suis pas tout seul, il y a un collectif. C'est-à-dire que le cabaret qui s'appelle All'Arrabbiata, qui est effectivement un cabaret satirique, fait de chants de lutte italien et de textes d'un auteur italien qui s'appelle Ascanio Celestini, qu'on a traduit en français. Pour ce cabaret-là, c'est Pablo et Renata qui avaient déjà réuni des textes et des chansons, qui sont venus me chercher. Et moi, j'étais complètement d'accord avec le propos et je me suis dit, allons-y, lançons-nous dans l'aventure. Et ensuite, pour l'autre spectacle qui s'appelle Sur la bonne voie, c'était une volonté plutôt de créer, de partir de zéro et de plutôt prendre le contexte franco-français de la situation actuelle et d'essayer d'en rire avec des personnages qui seront qu'on va plutôt taxer de droite ou macronistes. En tout cas, c'est des gens qu'on a envie de caricaturer. Mais en tout cas, tout ça se fait dans une aventure collective et j'ai essayé déjà de travailler tout seul, moi, sur des chansons, notamment, des choses comme ça. Mais en fait, ça m'intéresse assez peu. Et je trouve que l'intérêt, il est de quoi on a envie de rire, nous, et comment on va pouvoir transmettre cette volonté de faire de la satire, de l'ironie, et comment on peut se moquer des puissants ensemble. Dans ce côté opposition, comment tu arrives à faire venir du public et à trouver des lieux pour faire ça? Alors, ce qui est compliqué, c'est effectivement de trouver des lieux qui ne sont pas trop en lien avec l'institution. Quand ils le sont, c'est très compliqué d'être programmé. On a été dans un dispositif avec notre cabaret qui s'appelle Région en scène, et on a été devant un parterre de programmateurs
qui ont des salles qui sont plutôt subventionnées, qui sont en lien avec l'institution, et pour qui notre spectacle a été compliqué de recevoir parce que peut-être qu'il avait une forme de subversion qui est un peu compliquée à programmer dans ce genre de salle. Et du coup, nous, on a finalement opté, mais par la force des choses, parce qu'on aurait préféré vendre notre spectacle dans des bonnes conditions, faire des bons cachets, jouer dans des salles avec des super éclairages, avec une équipe technique déjà prête et des gens qui sont bien assis, bien au chaud. Mais il se trouve que notre spectacle n'a pas plu, peut-être pour d'autres raisons, mais on a eu en tout cas vent de la part de certains programmateurs et programmatrices de l'aspect trop subversif, trop en opposition précisément avec l'institution. Et on est allé voir des lieux qui nous ont fait confiance. Quand on a commencé par exemple le cabaret, on est allé voir Olivier qui à l'époque était gérant d'un petit bar associatif qui s'appelait Chez ta mère. Et il nous a fait confiance pour 2 soirs. Chez ta mère, c'est un tout petit lieu, mais on a rempli les 2 soirs. Et il se trouve que le deuxième soir, il y avait Marilyn qui travaillait au Théâtre du Grand Rond, qui nous a dit « Moi, je vous programme dans 1 an, donc continuez ». On a continué l'aventure grâce à ça, grâce à la confiance qu'on nous avait faite. Mais il se trouve que le Théâtre du Grand Rond, c'est un lieu qui est subventionné, mais qui est vraiment pas le plus subventionné. Et c'est pas un théâtre de la mairie, et c'est ça qui est aussi intéressant de dire. Il y a quand même des lieux, et je tiens à le préciser, on a eu l'appui du Bijou aussi, beaucoup. On a joué au Bijou, on a joué au Théâtre du Grand Rond. C'est quand même des lieux qui, malgré les quelques subventions qu'ils reçoivent, continuent de programmer des choses qui sont un peu plus dans la subversion que d'autres spectacles. Donc heureusement, il y a des lieux qui sont un peu en entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des cafés associatifs qui peuvent pas du tout payer ou très peu, c'est pas des théâtres de la ville, ces théâtres-là qui sont dans l'entre-deux, qu'il faut garder dans la ville parce que pour moi c'est hyper important de faire le lien précisément entre ces lieux alternatifs, ces lieux plus underground qui vont moins bien payer, qui vont pas faire forcément des cachets, puis peut-être les lieux plus institutionnels ou en tout cas faire la passerelle si la passerelle est possible, s'il y a possibilité pour certains spectacles ou certains objets un peu plus politisés ou trop politisés pour certains de pouvoir accéder à des théâtres plus grands et donc s'adresser à notre public parce que c'est aussi ça la question, c'est-à-dire que lieu égale public. Il n'y a pas eu d'ouverture entre guillemets avec la mairie ou de choses plus officielles. Pour moi la satire je trouve ça très intéressant, mais des fois j'y vois aussi le côté je veux pas stigmatiser et arrêter de penser à France Inter quand je vais parler de ça, mais tu vois ce côté se légitimer aussi en tant que municipalité en disant bah vous avez vu on a aussi subventionné ou fait jouer le spectacle des gens qui nous expliquent que quand même on n'est pas très cool, vous avez vu la liberté d'expression. Certes, mais alors là pour le coup pour ce qui est des théâtres de la ville, je pense qu'il y a une autre problématique, ou en tout cas les théâtres plus institutionnels, c'est la question de la forme des spectacles. Je pense qu'il y a un vrai snobisme aujourd'hui dans les théâtres plus institutionnels qui consiste à essayer de chercher des formes plus audacieuses ou ce qu'ils appelleraient des formes plus audacieuses. Et là, on touche pour moi clairement le débat subversion-transgression. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est la subversion dans le fond, c'est-à-dire d'aller vraiment aller dire des choses qui vont titiller, déranger, questionner, remettre en évidence des mécanismes de domination, etc. Donc vraiment mettre en évidence des faits et sur la forme, avoir quelque chose d'assez accessible. Nous, on a appelé ça un cabaret, mais aussi parce que le cabaret, dans la tradition, c'est des choses qui se jouent dans des petits lieux, c'est forcément des petites jauges, peut-être au chapeau ou juste à des prix qui sont pas très élevés. Et précisément, je pense que ça a été un élément assez constitutif du fait qu'on n'a pas pu jouer dans des théâtres plus grands parce qu'on avait une forme qui n'était pas assez transgressive. Dans la mesure où certains théâtres aiment à ce que on aille chercher des choses avec des éléments de mise en scène plus audacieux. C'est Franck Lepage qui dit pisser sur scène, ça fait pas chier le MEDEF. Et j'aime assez cette formule parce que effectivement, il y a plein de metteurs en scène qui vont aller chercher des choses extraordinaires, des trucs très choquants. On va pisser, chier sur scène. Il a allumé sa cigarette sur scène. Ouais, il a allumé sa cigarette sur scène, c'est horrible. Mais même il y a eu des metteurs en scène qui ont fait faire à des couples des vrais actes sexuels, enfin des choses comme ça. Et donc du coup, ça a choqué un peu la bourgeoisie. Mais dans le fond, en définitive, le message était pas si subversif. Bah disons que je me permets de te couper. Vas-y. Faire du transgressif pour faire du transgressif. Exact. J'y vois pas la même chose que par exemple sur ta carte blanche où les 15 dernières minutes, tu vois, c'est une chorale, c'est super populaire. Tu prends un parti public et ça se presque conclut par ok, le message de mon spectacle, en tout cas ce que j'ai voulu défendre, c'était ça. Rendez-vous demain 14h à Jean-Jo. Exactement. Mais il y a aussi cette question un peu, alors c'est un peu classiste, j'ai l'impression, mais en tout cas la recherche de la forme, ça peut être très chouette, mais
encore une fois, ça empêche l'accessibilité. C'est-à-dire, pour qui on joue, encore une fois. Si on fait un spectacle qui va pas parler aux gens parce que précisément, il y a des éléments d'incompréhension scénographique, il y a des choses qui s'y passent et qu'on comprend pas bien, juste si c'est pour se dédouaner en disant oui, nous on a fait des choses recherchées, bah ok, tu peux faire 1000 trucs recherchés, mais si ton message y passe pas, en fait. Moi je me dis, je préfère interroger le fond que la forme, même s'il y a des gens qui interrogent très bien la forme, et je trouve qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, mais que du coup, des formes audacieuses, des formes trop audacieuses, finalement s'adressent toujours aux mêmes personnes, à des gens qui ont déjà acquis un capital culturel conséquent, et puis financier pour pouvoir se payer des places de spectacle dans les théâtres institutionnels. Et puis souvent en plus après je trouve que ça peut vite être cloisonné. Tu vas être habitué, tu vas avoir tes lieux, tu vas avoir ton cercle. Tu vas sur une scène slam, sur une scène de stand-up, enfin même à la comédie et je sais pas au bikini, c'est des lieux différents et en vrai l'écart de prix est pas si énorme que ça. Non. Et bah pourtant c'est des publics différents, c'est des ambiances différentes, c'est des types de personnes différentes et c'est des spectacles différents quoi. Et du coup c'est des microcosmes. Ouais. Et la question qu'on a envie de se poser toujours quand on fait ce métier-là, c'est comment casser le microcosme, comment essayer de s'adresser à d'autres gens. Et du coup, un des éléments de réponse, et qui pourtant suffit pas, c'est la rue. La rue, pour moi, c'est hyper important, le théâtre de rue, et c'est pour ça qu'avec notre cabaret, on a voulu aussi jouer dans la rue parce qu'on trouvait que ça faisait du sens. Mais même dans la rue, tu te rends compte que, en fait, tu vas toujours t'adresser à ces gens-là qui vont faire la démarche de venir voir des spectacles dans la rue. À la rigueur, tu vas t'adresser à 2-3 personnes qui passaient par là, mais même c'est des gens qui traînent en centre-ville, et donc du coup, les gens qui sont en centre-ville, c'est pas tout le monde, et du coup, ça questionne aussi la ville, tous les phénomènes de gentrification. On n'arrête jamais de se poser la question comment on peut s'adresser à d'autres gens, quoi. C'est clair. Et puis en plus, ça dépend du lieu, ça dépend du moment, ça dépend. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui s'applique ici, c'est pas forcément quelque chose qui va s'appliquer ailleurs. Tu fais jouer. Oui. Je vais prendre des exemples. J'ai parlé d'une chorale tout à l'heure. Tu fais des blind tests et tu fais, pour moi, le truc ovni qui m'a vraiment fait venir à ça, le karaoké. Un karaoké. Donc, une forme qui pourrait être très basique et pas du tout transgressif. Du coup, moi, ma question, pareil, c'était comme celle d'avant. Qu'est-ce que tu recherches quand tu fais jouer des gens sous toutes les formes sur lesquelles tu les fais jouer, en vidéo, en théâtre, dans la rue, dans un bar? Qu'est-ce que tu cherches à mettre en avant? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'y a poussé? Je sais pas si je cherche un truc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les moments que je vis quand je dirige un chœur ou quand je suis au piano et qu'il y a des gens qui chantent, c'est des moments forts. Ça pourrait être bateau de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment le moteur. C'est-à-dire, on va partager un moment ensemble, on va donner du sens au collectif. Ça fait partie des moments où on se rappelle que on peut faire des trucs ensemble. J'ai cette envie-là. Et ce qui est très drôle, par exemple, sur la question du karaoké, c'est que je me suis longtemps refusé à faire ça. Ça fait longtemps que je fais du piano en soirée pour les copains, qu'on chante pendant 5-6 heures d'affilée en buvant tout ce qu'on peut. Et forcément, pour moi, c'était lié à des moments privés. C'était des moments uniquement choisis. C'était informel et j'aimais cette informalité-là. Ça se dit? Oui, informalité. Ouais, ça se dit. Ça se dit. Je trouvais que le rendre formel allait potentiellement casser un truc. Et c'est Romain Jam qui gère l'itinéraire bis, alors on pourra peut-être parler de ce lieu-là qui m'est très cher, qui m'a dit pourquoi tu viens pas faire ça ici, nous on peut te payer, c'est ton métier. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit essayons. Et je me suis rendu compte que la formalité n'enlevait rien au moment et que en plus de ça, ça me permettait de précisément rencontrer des gens que je ne voyais pas ailleurs et que je voyais même pas en manif. Il y a plein de gens qui ont découvert l'itinéraire bis, je crois, je vais en tirer aucune gloire, mais qui ont découvert ce lieu. Alors peut-être qu'ils se politiseront pas plus, mais qui ont découvert ce lieu parce qu'ils venaient juste faire un karaoké en fait. Si j'ai pu faire cette passerelle-là entre des gens qui aiment chanter et qui vont dans des karaokés habituellement et qui vont se retrouver plutôt à un autre type de karaoké où on va chanter avec eux, où on va les soutenir, où on va les attendre, où ils seront pas là dans une notion de performance, de se montrer, de montrer qu'ils savent bien chanter, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les autres karaokés. C'est quand même souvent un ego trip plus qu'autre chose. Là, c'est plutôt, en fait, on va chanter ensemble, quoi. Donc, si jamais t'es paumé, moi, je m'arrête, on reprend ensemble, je fais la deuxième voix, il y a des gens qui vont venir chanter à côté de toi que tu connais pas. Tout d'un coup, j'ai la sensation de mettre un peu à profit une compétence au profit du collectif, quoi. Je trouve que c'est très éducation populaire. C'est pas élitiste. Tu ne cherches pas à produire le meilleur artistiquement. C'est pas The Voice. Ouais, voilà. On ne vise pas la performance. Les 10 meilleures personnes qui chantent auront accès à. Mais on vise l'épanouissement de chacun, chacune à travers le chant. Et je me dis, c'est très éduc-pop. Tu parlais des lieux où tu choisis de jouer déjà, ou même de où tu choisis de faire un karaoké. C'est quelque chose. Alors après, ça pose toujours la question de où on fait ça. Ça reste un bar qui est quand même en centre-ville et ça c'est de nombreuses questions que j'ai eues avec l'équipe et que c'est toujours un truc d'accessibilité, à qui on s'adresse, qui vient dans ce genre d'endroit effectivement, mais déjà c'est une démarche géniale parce qu'à l'intérieur de ça, il y a une démarche collective, il y a des commissions, c'est pas une personne qui décide il y a des commissions jeux, des commissions de programmation, etc. Donc moi je pense que c'est important de savoir où on joue.
Pour anecdote, il y a un gérant de bar que je ne citerai pas à Toulouse qui m'a demandé si je pouvais venir faire le karaoké chez lui. Et j'ai dit pourquoi pas, parce qu'effectivement, à l'itinéraire bis, pour des raisons de voisinage, ça devient compliqué. Et il m'a juste envoyé un message en me disant si j'étais intéressé. Je dis oui, pourquoi pas. Et je lui demande si je peux passer voir le lieu et discuter avec lui en vrai de comment on peut organiser ça et comment ça peut être chouette. Et il me répond simplement non, mais on règle ça par message, c'est bon, t'inquiète, machin. Et j'ai pas donné suite, j'ai pas répondu à son message parce que juste ça me paraît complètement aberrant, c'est pas du tout ma vision du truc. Et je me suis dit mais en fait il cherche quoi ? Il cherche à faire du pognon. Bon bah s'il cherche à faire du pognon, c'est sans moi. Je veux pas faire du pognon aux gens. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je sais plus, un peu plus tard, Pierre de l'Astronef, je le croise et puis on discute et puis autour d'une bière, il me dit ah ça te dirait pas de venir faire ça si tu peux plus le faire à l'itinéraire bis. Effectivement ils ont des conditions sonores, enfin ils sont bien isolés sonorement, c'est un phoniquement, peu moins proche du centre. C'est un peu moins proche du centre, c'est plus proche de chez moi, mais on a discuté de ça. Et je connais la démarche de l'Astronef, je sais qu'ils sont un peu dans la même démarche que l'itinéraire bis. Ils font des confs, ils font des concerts aussi super chouettes à destination des gens du quartier. Enfin vraiment, il y a une vraie démarche qui me plaît. Et je me suis dit oui, l'Astronef, itinéraire bis, même combat. Oui, le lieu compte, effectivement. Et la démarche du lieu est importante. À titre personnel, tu dis bon bah non, en fait, moi je veux rencontrer les gens, ça m'intéresse de voir comment sont prises les décisions avant de participer. Il y en a qui vont dire, mais en fait non, nous on est une grosse structure, on attend à faire rentrer, on banque tel artiste et économiquement on va regarder ce que ça nous ramène ou pas. Les deux dans une ville, en vrai, personnellement, moi je trouve ça quand même intéressant. On peut décrier ou pas le Rio Loco quand j'y vais et que je vois un artiste qui vient de l'autre bout du monde que je n'aurais jamais pu voir. Ah mais moi j'adore le Rio Loco. Franchement, ouais, j'ai payé ma place, mais je me tape un bête de concerts en extérieur. Donc c'est pour moi, bien. les deux sont intéressants, mais ça dépend de la proportion. Et je voulais avoir un petit peu toi ton avis, ton analyse sur ce constat d'un côté l'entertainment, tu vois, la musique, la culture avec des gros chiffres et beaucoup subventionnés, et à côté les initiatives locales. Est-ce qu'elles se répondent ? Est-ce qu'elles se mangent ? Est-ce que toi, tu as vu des évolutions sur toutes tes années à Toulouse en fonction des municipalités ? Je sais pas si j'ai des éléments de réponse. Moi, quand je suis arrivé à Toulouse, je faisais mes études et en parallèle, j'avais un groupe de chansons qui s'appelait Pauvre Martin. On a été beaucoup suivis par les institutions au début. Donc du coup, oui, il y avait des dispositifs qui étaient là, qui étaient présents pour aider les jeunes groupes et les découvertes à émerger et à faire leur place un peu dans le paysage culturel. J'aime pas trop ce mot, paysage culturel, mais bon, j'ai pas grand-chose d'autre. Je pense que ça existe toujours. Il se trouve que moi, je me suis un peu détaché de tout ça parce que j'ai eu le luxe de faire plein de choses différentes et de pouvoir finalement faire mon intermittence sans trop de problèmes, en ayant précisément ces autres formes de faire jouer, que ce soit la chorale, le karaoké, etc. Du coup, ça me garantissait des heures et du coup, j'avais pas trop la question à me poser de vendre beaucoup mon spectacle ou des choses comme ça, que beaucoup d'artistes ont, ce qui les rend un peu dépendants des dispositifs. Mais je crois que les dispositifs existent encore. Je sais qu'il y a Octopus qui fait des accompagnements d'artistes, des résidences. Donc, il y a quand même des choses qui se passent encore au niveau de la musique et des arts de la scène. Par ailleurs, moi, ce que je constate, c'est que quand je faisais des concerts dans des bars il y a 5-6 ans, même 6-7 ans, et puis aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y avait pas le GIP, et que maintenant, il existe ce fonds qui s'appelle le GIP, GIP, je crois, et qui est un fonds d'aide aux structures, aux bars, pour pouvoir garantir des cachets minimum aux artistes quand ils viennent jouer dans les bars. Je sais qu'il y a le collectif Barbare qui fait un super boulot aussi pour promouvoir justement avec le festival Culture Barbare, pour promouvoir les concerts dans les bars des villes. Je crois que ça existe aussi à Rennes, peut-être à Paris, je sais pas, mais je crois que c'est... Enfin bon, il y a d'autres villes, Nantes peut-être, je sais plus, je dis peut-être des bêtises. En tout cas, il y a ce collectif Culture Barbare qui est aussi là pour garantir l'existence de concerts et qui soit rémunéré pour que en fait, s'il n'y a pas de concurrence, qu'on se retrouve pas avec des groupes qui acceptent de jouer gratos, et puis d'autres qui disent non, moi c'est mon boulot, donc comment on fait ? Donc voilà, il y a quand même des dispositifs qui existent aujourd'hui, heureusement. Sur Toulouse, le plus difficile, c'est pas forcément, il n'y a plus de subventions, la culture c'est difficile, etc. Mais j'y vois peut-être plus le côté hyper gentrification du centre. Toulouse Smart City, parce que tu en as un petit peu parlé. Vas-y, la gare, le nord, etc. Gros changement, gros chamboulement. Et effectivement, pour tous les quartiers qui sont là, c'est en mode... pour tous les lieux associatifs qui sont là, ça commence à regarder loin en disant ça va être dur, il va y avoir un changement architectural, en termes de prix, en termes d'énormément de choses. Et donc après, je pense que ça peut se retrouver sur le fait que les lieux sont en difficulté, mais pas forcément les artistes qui viennent dans ces lieux. Effectivement, Moudinque a fait énormément de mal en la matière.
Ne serait-ce que pour emmerder les petits lieux qui font un peu de bruit. L'itinéraire bis se fait régulièrement visiter par la police, peut-être pour aussi les convictions politiques qui sont associées à ce lieu. Tu fais des apéros brunch avant manif et retrouvez-nous après. Il y a des chances que tu te fasses visiter. Hein. Tu fais une conférence avec David Dufresne qui a enquêté sur les violences policières, qui remplit, je sais pas combien on était dans ce bar, c'était hallucinant, c'était génial. Bah forcément, oui, la police va venir, mais la police vient pas toute seule. La police, elle vient parce qu'on lui demande de venir et qui lui demande. Donc du coup, il y a aussi des décisions politiques et j'ose espérer que peut-être le 28 juin prochain, les choses peuvent changer avec les élections municipales. Mais si une force politique comme Archipel Citoyen arrive à la mairie de Toulouse, j'ose espérer qu'elle peut, sinon ralentir, au moins, enfin je sais pas, éviter cette gentrification, même si je pense qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Elle peut au moins soutenir les lieux. Par exemple, en soutenant financièrement des lieux à s'isoler phoniquement, pour éviter que le recours à la loi des voisins pour faire fermer administrativement ou faire arrêter une activité puisse avoir lieu. Mais effectivement, moi la question que je me pose, c'est comment continuer à être toujours présent dans les centres-villes et lutter, parce que je pense que le lieu de la lutte, c'est le centre-ville, c'est là où il y a les pouvoirs, et donc du coup la confrontation des corps, que ce soit par les manifs, les actions, dans les lieux où se situe le pouvoir, elle est importante, et donc du coup le fait qu'on puisse avoir des lieux alternatifs présents à l'intérieur même du centre-ville, pour moi c'est hyper important, même si ça dit autre chose sur le fait que c'est toujours un peu les mêmes qui y vont, c'est toujours les blancs qui y vont dans ces lieux-là, mais au moins on est là, quoi, pour reprendre un slogan célèbre, mais au moins on est là. Enfin, je veux dire, on est dans les mêmes endroits que l'institution. D'où ce qui a été dit tout à l'heure, le côté comment défendre ses couleurs. Il y a effectivement une volonté, on va dire, d'assaut populaire de vouloir garder des lieux ouverts, accessibles pour de la satire, de la critique, de l'opposition. Mais en même temps, pour une mairie aussi, si ton but c'est d'avoir un hypercentre connecté à la gare avec la future tour Occitanie où des gens vont venir bosser, etc. Avec des magasins partout. Effectivement, ça vaut plus le coup de promouvoir le théâtre de la Comédie, le ceci, le Capitole, parce que c'est le patrimoine, on va dire, presque international de la ville, quoi. C'est ça qui est mis en avant. Oui, et puis si les lieux culturels désertent les centres-villes, plus rien n'aura d'intérêt. Le centre-ville de Toulouse, moi je trouve ça dur de faire des choses autres que du shopping. Il n'y a pas un seul lieu culturel dans la rue Alsace-Lorraine, enfin je veux dire, qui est quand même une espèce d'artère énorme, c'est que des magasins. On a parlé un petit peu la mairie, les milieux associatifs. Je me demandais c'est quoi la place des squats associatifs dans Toulouse, ou dans le sens, pour moi c'est quelque chose qui permet à des artistes de jouer, de faire jouer, et déjà du coup dans la forme c'est quand même pour moi un gros engagement de dire on va réinvestir ce lieu qui est vide depuis 6 mois, 1 an, de X 1000 m². Je connais pas bien le milieu des squats qui sont des squats aujourd'hui. Les squats plus ou moins que je fréquente, c'est des lieux qui sont plus des squats. Que ce soit La Chapelle ou Mixart Myris, je pense à ces deux lieux. Mais qui l'étaient au début. Et qui se sont fait conventionner. Et qui se sont fait, ou en tout cas qui ont trouvé un accord avec l'institution présente pour pouvoir continuer à exister, à y faire des choses. C'est une victoire déjà. La Chapelle, c'est encore plus une victoire parce que c'est un lieu qui avait été investi et ils sont restés dans ce lieu. Mixart, je sais plus en quelle année ça s'est fait. Il y a d'ailleurs un striptease là-dessus qui est très bien. Mais il y avait Mixart était rue de Metz à l'époque. Où c'est, je crois, Habitat maintenant. Je crois que c'est le magasin Habitat. Et il y a des images. Enfin, tu pourras mettre ça dans le lien si tu veux de l'émission. Mais il y a des images incroyables de ce lieu. J'avoue, je me dis Mixart rue de Metz, ça doit être. C'était rue de Metz. C'est une ambiance incroyable. Il y avait des façades et tout. Bref. Et il se trouve que l'institution n'aime pas ce lieu, les voisins encore moins. Il y a des interviews de bourgeois qui habitent en face qui râlent parce que qui se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils y font, etc. avec 1000 fantasmes sans y être jamais entrés, alors que c'est un lieu qui est complètement ouvert au public. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ils trouvent un accord pour pouvoir être délocalisés dans les locaux qu'on connaît maintenant à Mixart vers Boulevard de Suisse. Je constate que les squats, soit ils se font effectivement fermer, soit ils trouvent un accord avec l'institution. J'ai pas d'exemple là, parce que j'y connais pas assez, j'ai pas d'exemple de squats très récents qui ont été très récemment approuvés ou en tout cas validés par le pouvoir en place. C'est encore ouvert la Maison des Peuples à Toulouse ? Je sais pas, je sais qu'il y a quelques semaines oui, mais là je sais pas. Tu vois, précisément c'est un lieu, alors que je gilet jaune de temps en temps dans la rue, dans lequel je vais pas parce que c'est loin. Voilà, donc j'admets aussi vraiment mes limites, quoi. Non, j'y suis pas allé en fait. Après c'est peut-être une des raisons c'est pourquoi il est toléré et que ça dure un petit peu plus. C'est moins dans la liste des choses à faire partir que rue de Metz. Potentiellement, oui, bien sûr. C'est un autre truc. Toujours dans les lieux aussi, tu parlais de jouer dans la rue. Toi,
Alors, je parle pas du côté individuel en manif avec ta trompette. Ouais. Est-ce que tu as déjà joué de façon officielle dans les rues de Toulouse ? Oui, il y a longtemps. Et est-ce que tu peux juste expliquer le processus ? C'était avec ce groupe qui était suivi un peu par des lieux un peu plus institutionnels et par des dispositifs. Et il se trouve que nous, on avait eu une visibilité avec un festival à l'époque et la mairie de Toulouse nous avait proposé de jouer sur une péniche à la Dorade. Mais pour accéder à ça, je pense que c'est très compliqué. Légalement, jouer dans la rue, je pense que c'est vraiment, tu peux passer que par les institutions. Toutes les autres fois où j'ai joué dans la rue, que ce soit Place du Capitole avec 2 spectacles et régulièrement au marché Saint-Aubin avec un groupe de swing, c'est des choses qui sont tolérées mais qui sont absolument pas légales. Enfin, je veux dire, t'as pas le droit de jouer dans la rue comme tu veux, quoi. C'est effectivement pas autorisé, mais c'est toléré. Et on a eu affaire à de la municipale d'ailleurs qui était pas du tout récalcitrante à ce sujet-là. Donc tu peux quand même prendre ta trompette et ta guitare, te poser sans trop te faire emmerder. Après, il faudrait demander aux gens à qui ça arrive, quand tu es à Place Wilson, combien de temps avant qu'on te dise de partir, mais... Ça dépend effectivement des endroits, c'est-à-dire que Place du Capitole, je pense que tu peux vite te faire emmerder, et puis ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du swing, comme nous, c'est souvent le cas avec un groupe qui s'appelle le Bar Dimanche Chaud, dans lequel je joue de temps en temps, ouais, tu te fais pas trop emmerder, tu fais du swing. Tu vas avoir 2 couples qui dansent, tu vas avoir les enfants qui vont te regarder, qui vont t'écouter avec des grands sourires, des machins, les flics, ils arrivent là pour te déloger... ça va pas le faire, quoi. C'est-à-dire, ils vont vraiment casser l'ambiance. Par contre, si t'arrives avec des textes forts, enfin, je sais pas, quelque chose qui... Une pensée pour l'Agorap. Ouais, l'Agorap, carrément, c'est complètement ça. Bah, tu débarques avec l'Agora, Place du Capitole, c'est sûr, les mecs, tu tiens pas 5 minutes, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, ça dépend ce que tu dis et ça dépend où tu le dis, quoi. J'ai une dernière question, un peu plus générale. Pourquoi c'est important d'avoir une scène satirique, artistique, satirique, d'opposition, dans une ville telle que Toulouse ? Je sais pas si j'ai des éléments de réponse là-dessus. J'ai la sensation que Toulouse, c'est une ville chouette aussi parce que c'est une ville jeune, c'est une ville étudiante. Et que si c'est pas là qu'on délivre des messages, bah je sais pas où ça peut être, en fait. Je sais pas, j'imagine pas dire la même chose à Nice. Enfin, tu vois, j'en sais rien. C'est un exemple, c'est peut-être un mauvais exemple, mais en tout cas, on a la chance d'avoir une ville qui est très étudiante. Et je pense que c'est un élément suffisamment important pour se dire, si on veut délivrer des messages sous la forme du divertissement au sens large, bah oui, c'est clairement là qu'il faut le faire, quoi. Et comment aussi on s'adresse à ce public étudiant. Du coup, après, c'est des choix politiques, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on fait pour que les prix soient toujours accessibles et pour garantir aussi de payer les artistes et les structures. Et donc, du coup, le passage par l'institution est inévitable, ne serait-ce que par le biais des subventions. Mais effectivement, je pense que oui, le fait que ce soit une ville jeune rend la chose encore plus importante à mes yeux, ou en tout cas plus prégnante, quoi. Tu parlais de divertissement. Tu as utilisé le mot divertissement. Oui. Moi, ça me parle totalement. Vraiment, pour moi, l'artistique et divertissement, je fais très peu de différence. Qu'est-ce qui fait que, du coup, justement, tu y trouves plus d'intérêt à vouloir faire passer un message, un propos, une réflexion à travers du divertissement, des fois léger, des fois rigolo, plutôt que, je sais pas, genre un pavé, genre t'aurais pu faire un livre, tu vois. Moi, Lucas Lemauve. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire à qui on s'adresse. Si j'écris un bouquin, déjà, je me coupe d'une bonne partie des gens qui lisent pas. Enfin, j'en sais rien, c'est très con, mais il y a énormément de gens qui lisent pas. Enfin, et moi, j'en fais un peu partie. Je lis très peu, par exemple. Donc, du coup, oui, non, je ferai pas un bouquin. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment interpeller, comment faire venir des gens avec une forme qui soit accessible. Et encore une fois, la forme cabaret, la rue, la satire. Je veux dire, les Guignols, c'était un exemple très bon de satire parce que c'était quelque chose qui était très accessible. On voyait de qui on se moquait et les propos suivaient, c'est-à-dire, sauf sur la fin où c'est devenu un peu catastrophique. Les gens s'intéressaient à ça parce que c'était simple, c'était des marionnettes qui représentaient des politiques qu'on connaissait tous par ailleurs en les voyant ailleurs à la télévision. Et ce qu'ils disaient nous interpellait sur une situation, nous faisait rendre compte de l'horreur du monde, voilà, etc. Et donc, je me dis, cette forme-là de divertissement, elle est importante parce qu'elle permet au moins l'accroche. Et si, avec cette accroche, on peut ensuite se renseigner sur d'autres choses, et pourquoi pas se mettre à bouquiner ou lire des articles ou je ne sais quoi, je pense que c'est un pari gagné. Et pour moi, un bon exemple de ça, et qui est une forme hybride, c'est la conférence gesticulée. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont dit comment on va faire pour passer un message, avec toujours le questionnement hyper important de qui parle, qui je suis, c'est-à-dire de toujours revenir à la limite de, en fait, c'est que mon point de vue, c'est que mon savoir personnel mêlé à du savoir universitaire ou intellectuel, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et du coup, des formes comme on a pu faire par exemple avec les patrons solidaires à l'époque, qui était une manifestation. À l'intérieur d'une manif, on s'était déguisé en costume cravate et on faisait des patrons et on soutenait le gouvernement. Oui, forcément, ça interpelle. Les gens, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ça vient questionner derrière et ça peut donner lieu à des discussions, à des débats et potentiellement à des prises de conscience plus tard. Du coup, la forme permet ça. Une forme pour rendre accessible ce fond subversif, quoi. Pour ça, je veux bien donner une petite anecdote. Vas-y.
Vas-y. Assez significatif de ce que j'aimerais faire et ce que j'essaye de faire. Quand on avait joué notre cabaret satirique à l'Arabiata, on était sur la place du Capitole. On avait joué pour un événement qui s'appelait Global Debout, qui était un gros événement autour de Nuit Debout. Et il se trouve que Pablo, avec qui je travaille dans le spectacle, avec qui je suis dans le spectacle, et moi-même, un peu, nous étions un peu à Nuit Debout, Pablo beaucoup plus que moi. Et il se trouve qu'on a fréquenté pas mal de gens dans ce collectif. Et il y avait une personne qui s'appelait Jean. Et Jean vient nous voir à la fin du spectacle et il nous prend dans les bras. Et c'était pas du tout dans son habitude de faire ça. Trop bien, ça t'a plu, c'est chouette et tout. Et il nous raconte que, en fait, ça fait des années qu'il est avec sa copine et ça fait des années, lui, qui milite dans des assos, dans plein de trucs et qui fait des réus, des AG toutes les semaines. Enfin, vraiment. Et du coup, sa copine a un peu du mal à vivre ça parce que elle comprend pas pourquoi il s'investit autant pour aussi peu de résultats. Toujours la question du militantisme, etc. Et ça se passe pas toujours bien, quoi. Et du coup, ça crée des points de tension et c'est un peu compliqué. Et il nous prend dans les bras et il nous dit merci parce que je l'ai amené, parce que c'était un spectacle. Elle a bien voulu venir voir un spectacle. Et à la fin du spectacle, elle m'a regardé, elle m'a dit je crois que je commence à comprendre pourquoi tu fais tout ça. C'était le meilleur cadeau qu'on pouvait nous faire parce qu'on avait tout d'un coup rendu accessible, grâce au divertissement, une parole et peut-être une légère prise de conscience. Et pour nous, c'était gagné. Le divertissement, pour moi, sous ces formes-là, j'y vois le même travail de vulgarisation qu'un scientifique. Moi, je n'ai plus de questions. J'ai écoulé mon stock de questions. Est-ce que tu vois des choses sur lesquelles tu te dis il y a un manque, là, c'est évident? Je sais pas. Un manque, peut-être un manque au niveau des actions. Ce qu'on a fait il y a 4 ans avec les patrons solidaires, en tout cas, se greffer dans les manifs, dans les endroits où il y a de la contestation et créer une autre forme qui vient interpeller. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut intégrer le mouvement des Gilets jaunes, qui peut aussi intégrer là ce qui est en train de se passer et qui est très beau avec le rassemblement organisé par le comité Justice et Vérité 31 concernant les violences policières et le racisme d'État. Donc c'était une grosse manifestation, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je sais pas qu'est-ce que ça va devenir, j'espère que ça va encore continuer à se rassembler malgré les interdictions. J'espère qu'il va continuer à avoir des rassemblements, voire des manifs sauvages. Je me dis que peut-être que là-dedans, il y a des choses à trouver pour essayer d'interpeller et toujours dans la limite de qui je suis pour parler et notamment si on est entre blancs et qu'on organise des trucs, essayer de se poser la question de comment on peut faire ça sans que ce soit une réappropriation, etc., etc. Enfin, tout un questionnement que je trouve hyper intéressant sur les privilèges. Mais je me dis que peut-être il peut y avoir ça. En tout cas, que ce soit pour les manifs antiracistes ou les mouvements des Gilets jaunes qui sont encore d'autres sociologies, comment on peut à l'intérieur de ça essayer de trouver des formes qu'on pourrait qualifier d'artistiques ou de divertissantes pour essayer de redonner un peu du souffle et de la respiration à des mouvements qui ont tendance toujours à être dans le même type de contestation, de slogans, etc., etc., qui sont très importants par ailleurs, hein. Dans la satire, déjà, moi je trouve que c'est très accessible, mais c'est une des choses qui, personnellement, je trouve les plus dures à produire, tu vois, artistiquement. Je sais pas si on peut qualifier ça de satire, mais tu avais participé à la création de vidéos, je sais pas, peut-être c'était Toulouse 2031, ou peut-être que je me trompe, sur Toulouse, la Smart City, les projets qui étaient en place, où tu joues un personnage. Pour moi, on reste encore dans de la satire ou dans de la parodie. Complètement. C'est très accessible, mais la justesse de la satire, je trouve, est beaucoup plus difficile à produire, à écrire, à mettre en scène, que l'opposition même. Avoir le même discours, mais pas en mode on est tous énervés parce que là ça nous fait chier, mais en mode on a même réussi à rigoler. Et ça amène une autre ambiance parce que ça fait 1h30 qu'on se fait courser par les keufs ou que cela. Non mais pour de vrai, je trouve que c'est un enjeu qui est très important et ça apporte une bulle d'air, une autre façon de concevoir. Mais c'est à produire. Et c'est d'autant plus dur que, encore une fois, il faut pas perdre de vue de qui on est quand on dit ça. Quand moi, de ma classe sociale à laquelle j'appartiens, je me moque de gens plus riches, je trouve que la légitimité est totale. C'est-à-dire que c'est des gens qui exercent sur moi une domination. Je me sens dominé par rapport à eux, clairement. J'ai pas du tout le même patrimoine. Donc, je peux clairement y aller. Je peux me foutre de la gueule des politiques, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. J'aurais aucun problème avec ça. Si je me mettais de mon statut à me moquer des femmes, des noirs, comme plein d'humoristes peuvent encore le faire aujourd'hui, comme plein de films français peuvent encore le faire, là, je trouve que c'est trop mauvais et ça marche plus, quoi. Et vient aussi la question de la cohérence. Toujours dans, ok, on peut avoir un propos politique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on produit artistiquement, mais derrière, je pense que c'est bien de s'armer aussi, et on n'a jamais fini, c'est un processus qui durera toute une vie, on n'a jamais fini de toujours se poser la question de où on est, qui on est quand on parle, quoi. Et j'essaye, autant que je peux de me poser la question. Et après, comment on le diffuse en plus? Tu disais rester cohérent, il y a toujours ce propos, mais après, comment je vais diffuser ce propos, pas dans le sens forcément le rendre accessible, mais aussi pécuniairement parlant, ou etc. Et pécuniairement parlant dans ce que tu reçois, c'est-à-dire des Guillaume Meurice, des Pierre-Emmanuel Barré qui ont des propos qui sont parfois même subversifs. Quand tu regardes une vidéo qui s'appelle Macron enculé, alors
Homophobie, enculé, on n'aura pas ce débat là plus tard parce que je condamne Enculophobe, en voilà, je condamne. Bon, déjà, l'enculerie n'est pas forcément que pour les gays, mais je ne cautionne pas que enculé soit une insulte. Oui. Mais en tout cas, quand lui dit oui, Macron enculé, ouais, je pense qu'on est dans du subversif là, on peut. Oui, voilà. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que c'est intéressant, j'en sais rien. Mais combien gagne Pierre-Emmanuel Barré sur ses spectacles, Guillaume Meurice sur ses spectacles et dans ses chroniques? Je sais pas, ça m'intéresse et je me dis peut-être que est-ce qu'il met à profit une partie de son revenu sur d'autres causes parce qu'il a pas besoin de tout cet argent? Je sais pas. Et est-ce qu'on se trompe pas de combat en essayant de pointer du doigt les gens qui sont juste un tout petit peu au-dessus de nous? Peut-être, je sais pas. Moi, je n'ai pas plus. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus non plus. Très Enfin, bien. peut-être, mais là. Je demande toujours un conseil à l'invité, en tout cas à la personne qui est reçue pour les personnes qui nous écoutent. Quelqu'un qui a envie d'avoir un propos politique satirique, de contestation, tant sur la forme, est-ce que tu aurais des petits trucs astuces, que sur les lieux où aller à Toulouse. Quel conseil tu donnerais? C'est dur. Ça me fait toujours marrer parce que cette question, elle est toujours à la fin des Thinkerview de la chaîne YouTube. Ouais, je réfléchis, je me dis c'est dur parce que je regarde aussi, tu vois, genre Inception, est-ce que ça m'a matrixé? C'est vrai qu'il demande des conseils sur le j'allais dire, il demande pas des bouquins, il demande c'est quoi tes conseils? Il demande les bouquins et les conseils. Tes conseils pour les générations futures. La génération future. C'est ça. Voilà. Et j'avais bien aimé alors je sais plus qui avait dit ça, je dis non mais moi j'ai pas de conseils à donner. Je sais pas si c'est Bruno Gassio ou je crois qu'il avait dit malgré aussi le fait qu'il m'énerve aussi parfois par moment, mais j'avais beaucoup aimé sa réponse. Je crois qu'il avait dit moi j'ai pas de conseils à donner, je sais pas qui je serais pour donner des conseils. Bon, alors du coup je vais faire l'interview je vais faire le mec de Thinkerview, relou qui revient 8 fois tant qu'il a pas eu sa réponse. Non, où s'adresser? Tu commences, vas-y, les lieux à Toulouse où tu pourras trouver un écho pour jouer contre rien, contre 5 €, mais les lieux où les gens peuvent se tourner dans Toulouse, tu vois. Potentiellement tous en fait. Ok. Il faut aller à la rencontre, enfin faut y aller quoi. Alors c'est peut-être un budget de picole ou j'en sais rien, mais en tout cas il faut aller dans ces lieux tant que c'est possible. Il faut aller dans des bœufs quand il y en a, il faut aller dans des confs si elles sont accessibles. Et enfin je sais pas. En tout cas s'adresser directement aux programmateurs ou aux gens qui tiennent des lieux, ça peut marcher. Je sais qu'il y a des dispositifs notamment au Bijou qui s'appellent Ozon. Donc je crois que c'est le dernier mardi, non je dis des bêtises, je sais plus du mois, enfin regardez sur le site du Bijou, il y a des dispositifs qui s'appellent Ozon où chaque artiste vient présenter son projet, plutôt chanson mais ça peut être d'autres choses, et ça dure 20 minutes. Et ensuite le programmateur et la programmatrice te donnent un avis, et si potentiellement ils peuvent prendre ce que tu fais ou voilà, etc. dans leur programmation officielle. Donc il y a quand même des choses qui existent, mais malgré les dispositifs, je pense qu'il faut aller dans les endroits où ça se fait et discuter avec les gens, et peut-être avec 3/2 tu vas dire putain ça te dit pas qu'on monte un spectacle autour de Bobby Lapointe? J'en sais rien. Ouais vas-y on fait ça, et vas-y, et c'est comme ça que ça se fait. Moi ça a été sur les rencontres que j'ai monté des projets et rien d'autre quoi. Enfin... Bobby Lapointe maintenant en 2020, je sais pas si ce serait fait subventionner si je jouerais Non, c'était un exemple, je sais pas, ça m'est venu parce que j'aime bien Bobby Lapointe, mais voilà, en tout cas aller dans les lieux, moi je pense que moi ça m'a servi en tout cas de ouf quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le 7e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine, à retrouver de nouveau tous les mardis sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcastic, Ocha et j'en oublie sûrement. Pour aller plus loin, si le sujet t'a donné envie, je te conseille forcément d'aller voir les œuvres de Lucas Lemauve sur son site internet et le livre de Francis Dupuy-Derry, Les nouveaux anarchistes de l'altermondialisme au zadisme, qui traite notamment des multiples approches manifestantes artistiques en tant que violence symbolique et soupape de décompression. Toutes les références de l'émission sont disponibles dans la description, quelle que soit ta plateforme d'écoute. Pas si rose est un podcast indépendant et autoproduit. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.